Alors, Comte-Sponville, il a un peu un itinéraire au départ comparable à moi, agrégé de philo. Il a enseigné dans un lycée, je crois, puis aussi, je crois, dans une école normale. Et puis, il a commencé à écrire une œuvre. Cette œuvre, il connaissait déjà Marcel Conche, qui était son maître à la Sorbonne, et ses rapports amicaux avec Marcel Conche ont fait qu'il a écrit une thèse de troisième cycle, qui s'appelle, dont l'un des titres est Le Midi-quart des temps de tomes, si vous voulez, qui a beaucoup plu à Marcel Conche, et c'est grâce à ça qu'il s'est fait nommer à la Sorbonne directement, si vous voulez, assistant, et ensuite maître de conférence. C'était un excellent professeur, je vous le dis tout de suite. Mon fils qu'il a eu, je le trouvais vraiment excellent. Il est très clair. Et cette clarté, c'est aussi une vertu de Comte-Sponville quand il écrit. Vous voyez, autant il y a des philosophes pour lesquels j'ai, si vous voulez, un peu de l'amertume de les voir s'exprimer dans un langage confus, dans un langage, si vous voulez, sophistiqué, etc. Et je prendrai un seul nom qui est pourtant connu, c'est Gilles Deleuze, non pas l'historien de la philosophie, mais le philosophe lui-même, si vous voulez. Les textes de Deleuze sont parfois d'une sophistication absolument ahurissante, si vous voulez, et portés par un irrationalisme, si vous voulez, que je ne supporte pas. C'est pas le cas de Comte-Sponville. Il est d'une clarté absolue, c'est un esprit rationnel et rationaliste, si vous voulez, et dans ses conférences, il a les mêmes qualités, si vous voulez. Il fait énormément de conférences parce qu'il a abandonné l'enseignement. Je vais vous dire ça, c'est une petite parenthèse que je fais. Je pense que ses collègues étaient peut-être sans doute un peu jaloux de son succès médiatique, parce qu'il se vend, si vous voulez, c'est vrai. Et du coup, c'est pas du tout sûr qu'il aurait été nommé professeur. Bon, dans la hiérarchie. Donc il a préféré quitter l'enseignement et vivre de ses conférences et de ses livres qui se vendent très bien, si vous voulez. Et alors parmi ses livres, j'en ai cité un il y a 2 minutes, donc il y a le capitalisme et moral. Il a écrit un traité sur les vertus aussi, le petit traité des grandes vertus, qui est remarquable, de clarté, avec du style, avec une formule du style, par exemple, sur la politesse. La politesse, les vertus, ça commence par la politesse. Il va commencer du minimum pour aller vers le maximum. Il dit, la politesse, ce n'est pas tout, mais ce n'est pas rien. Et c'est vrai. Vous voyez, dire des choses comme ça à notre époque, si vous voulez, ça me paraît quant à moi important, si vous voulez. Bon. Et il a aussi écrit, alors je vous dis tout de suite, un dictionnaire de philosophie qui est tout à fait intéressant. Alors il est inégal au sens où il a des partis pris logiques, si vous voulez, à l'encontre. Alors il est matérialiste aussi, attendez, comme moi, c'est le point commun fondamentalement. On est tous les deux des penseurs matérialistes. Il l'est pas à ma manière. Parce qu'il est partisan d'un matérialisme de type métaphysique et pas scientifique, alors que je suis partisan d'un matérialisme scientifique. Du coup, il est athée, voyez, alors que moi, je suis agnostique, ou athée au sens privatif du terme, sans Dieu, si vous voulez. Mais ça nous ferait entrer dans des débats sur le matérialisme, si vous voulez. Alors, on a des débats comme ça à distance, si vous voulez. Et ce que je constate aussi, c'est que quand même, alors on s'approche un peu de ce qu'on va dire maintenant, de ce que je vais dire maintenant, c'est que il a beaucoup de succès dans ses conférences auprès, comment dire ça, des instances du patronat. Il intervient souvent invité par les grands patrons, les plus grands patrons, si vous voulez, ou dans des écoles de commerce, de haut niveau, etc. Et ce n'est pas pour rien, si vous voulez, parce qu'il va tenir sur le capitalisme, et je l'ai vu le faire à La Roche-sur-Yon également, dans le cadre de l'Institut catholique, c'était dans les locaux de l'ICES, mais c'était à l'invitation du patronat local, si vous voulez. Il tient un discours sur le capitalisme qui réconforte les capitalistes, parce qu'il ne condamne pas le capitalisme. Il dira avec ses mots à lui, et avec ses concepts à lui, allez-y les gars, faites du fric. Bon, mais il le dit pas comme ça c'est pas flatteur. S'il le dit à l'aide d'un langage philosophique un peu élaboré, on sort rassuré intellectuellement sur ce que l'on est, si vous voulez. Alors, par ailleurs, dernière chose, dans son parcours politique, cette fois-ci, il a été communiste, il faut que vous le sachiez, comme moi, au même moment, d'ailleurs, on a dû être au Parti communiste. Il l'a quitté et il s'en est éloigné. Moi, je l'ai quitté, mais je ne m'en suis pas éloigné. Je garde les mêmes convictions, si vous voulez. Bon, j'aurais pu y revenir, mais je trouvais que mon travail intellectuel était ma manière à moi de militer pour mes valeurs, si vous voulez. Lui, alors, il a des convictions politiques qui ne sont plus du tout communistes, vous le verrez tout à l'heure, et il n'est pas partisan non plus, si vous voulez. Et vous le verrez très peu souvent
signer des tribunes politiques. Hein. Onfray signe, pas lui. Il est dans une position un peu de retrait, d'observateur, voire un peu de sage, si vous voulez. Hein. Voilà ce que c'est Franconville, qui est par ailleurs un homme tout à fait agréable et tout à fait charmant, si vous voulez. Hein. Voilà. Alors, ça, c'était pour peindre le personnage. Hein. Je vais maintenant vous lire, si vous voulez, puisqu'il est question hein, de 4 ordres qui définissent la société selon lui. Donc, encore faudrait-il savoir ce que ça veut dire qu'un ordre, si vous voulez. Hein. Alors, la théorie des 4 ordres, si vous voulez, est tirée de la théorie des 3 ordres de Pascal, qui est une théorie assez étonnante, qui consiste à distinguer l'ordre du corps, l'ordre de l'esprit et l'ordre de la charité. Hein. Et ces 3 ordres sont dans une hiérarchie ascendante. Hein. En bas, il y a le corps, les plaisirs du corps, les succès du corps, éventuellement les succès militaires liés à la force corporelle, enfin tout ce que vous voudrez. Au-dessus, il y a l'esprit, hein, qui est bien supérieur, bien entendu, à la force, si vous voulez. Hein. Pascal disait, par exemple, que la différence entre l'univers qui me tue, ou tel objet dans l'univers qui me tue, et moi, c'est que lui ne le sait pas, alors que moi je le sais. Donc, et là, il y a une conscience de soi, il y a une conscience de l'univers que n'a pas l'univers. Nous sommes l'homme là. Hein. Mais au-dessus de l'esprit, hein, il y a aussi, bien entendu, l'ordre de la charité, l'ordre du cœur, ce qu'on pourrait dire l'ordre de la morale, si vous voulez. Hein. Et il vous dira, par exemple, parce qu'il a été chrétien, que Jésus-Christ est infiniment supérieur à Archimède. Hein. La valeur suprême, c'est la manière dont on se comporte, si vous voulez, hein, voire l'usage qu'on va faire de la science, si vous voulez. Alors lui, il s'inspire de ça, hein, donc on va lire un petit peu ce qu'il en est de ça, mais il va, lui, transposer ça en disant qu'il y a 4 ordres, si vous voulez. Hein, mais on va d'abord voir ce qu'il entend par un ordre, si vous voulez. Hein, bon. Et c'est aussi une hiérarchie ascendante, si vous voulez. Hein. Alors, je ne commenterai pas tout, hein, mais simplement pour que vous plongiez un petit peu dans cette atmosphère. Nous sommes ici confrontés avec l'ordre économique, hein, qui va nommer d'une autre manière, vous allez voir, hein, mais un ordre dans lequel il place l'économie. Hein. Nous sommes ici confrontés à ce que j'appellerais un premier ordre, au sens pascalien du terme, donc vous trouverez la note hein, juste en dessous, vous la lirez par vous-même si vous voulez. Hein. Autrement dit, un premier niveau, un premier domaine avec sa cohérence propre et son indépendance au moins relative par rapport aux autres. Hein. Donc il y a une indépendance des ordres les uns par rapport aux autres, au moins relative, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Hein. On pourrait, pour être plus complet ou plus explicite, l'appeler l'ordre économico-technoscientifique. Donc l'économique se trouve intégré dans l'ordre technoscientifique, si vous voulez. Hein. Mais d'une part, l'expression serait atrocement lourde, d'autre part, et surtout, elle serait pléonasmatique, puisque l'économie est à la fois une science humaine et une technique. Vous voyez. Alors il réduit l'économie à du scientifique et à du technique. Alors vous verrez que ça pose un sacré problème intellectuel, hein, avant même de poser les problèmes moraux, si vous voulez, intellectuels. Hein. Appelons donc cet ordre, pour simplifier, si vous voulez, hein, l'ordre technoscientifique, mais gardons bien en tête que l'économie en fait partie, comme toute science et comme toute technique, de plein droit. Vous voyez, bon. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Hein. J'ai dit qu'on allait simplement situer la chose et définir la notion d'ordre, si vous voulez. Hein. Alors, cet ordre technoscientifique est structuré intérieurement, vous voyez, par l'opposition du possible et de l'impossible. Techniquement, il y a ce qu'on peut faire, le possible, et ce qu'on ne peut pas faire, l'impossible. J'anticipe, il y a peut-être des mesures morales qu'on ne peut pas prendre dans le domaine de l'économie. D'autres qu'on pourrait peut-être éventuellement prendre, hein, en transposant, si vous voulez. Hein. Scientifiquement, il y a ce qu'on peut penser, le possiblement vrai, et ce qu'on ne peut pas penser, le certainement faux. Mais cette frontière interne, entre le possible et l'impossible, est incapable de limiter l'ordre technoscientifique lui-même. Ce n'est pas cet ordre-là qui va se limiter. Par exemple, l'usage qu'on va faire des sciences et des techniques, ce n'est pas les sciences et les techniques qui vont dire lequel de ces usages est le bon. Hein, ça viendra d'ailleurs, par définition, si vous voulez. Hein, et ils vont en prendre un exemple tout à l'heure, vous allez voir. Hein. Alors, mais cette frontière interne, donc, hein, entre possible et l'impossible, est incapable de limiter l'ordre technoscientifique lui-même. Pourquoi? Parce qu'elle ne cesse d'abord, dit-il, historiquement, de se déplacer. Bon. C'est ce qu'on appelle le progrès scientifique et technique, y compris, pensez à la bombe atomique, lorsqu'il peut s'avérer néfaste. Mais c'est un progrès scientifico-technique. Ça ne veut pas dire que c'est un problème moral, bien entendu. Hein. Bon. Ce qui était impossible il y a 10 ans est parfois possible aujourd'hui. Plusieurs des choses qui sont impossibles aujourd'hui seront possibles dans 20 ou 30 ans. Pensez à ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la procréation, hein, de l'intervention sur le code génétique, etc. Cette frontière interne, hein, entre le possible et l'impossible, ne limite pas l'ordre technoscientifique.
parce que c'est un ordre qui a son autonomie et donc son avenir se devant lui, si vous voulez. Il a sa dynamique propre. Elle ne fait que le structurer en enregistrant l'état actuel et évolutif de son développement. De telle sorte que si nous laissons cet ordre techno-scientifique à sa seule spontanéité interne, à son autonomie, si vous voulez, il vérifiera ce que le biologiste Jacques Testard, lors d'un colloque où nous étions ensemble, appelait l'unique principe de l'univers technique. C'est ce qu'on appelle parfois la loi de Gabor, et c'est un propos tout à fait impressionnant. Ma femme est d'accord avec, parce qu'elle ne se soucie pas suffisamment, à mon avis, de l'instance qui pourrait limiter cela. Si vous voulez, mais vous allez voir ce que ça veut dire. Le principe est le suivant, la loi est la suivante, tout le possible sera fait toujours. C'est-à-dire que dès lors qu'une technique nous permet de faire quelque chose, on peut être à peu près sûr que cette chose se fera, même si nous la condamnons par avance. Et pensez à l'intervention sur le code génétique, si vous voulez, ça va être possible, donc ça se fera. Ça se fera, sauf révolution culturelle. Mais ce n'est pas les scientifiques et les techniciens qui vont y remédier. Et d'ailleurs, je vous signale que Testard, ayant pris conscience des dangers de l'ordre scientifico-technique, dans son ordre propre, a arrêté la recherche sur les embryons, etc. Et pour des raisons qui ne sont pas scientifiques, pour des raisons qui sont morales, bien entendu. Bon. J'ajouterai simplement, tout le possible sera fait toujours, à la seule condition qu'il y ait un marché. Parce que c'est le marché, bien entendu, qui décide aussi des progrès, des orientations de la recherche scientifico-technique. Or, il se trouve que le possible aujourd'hui devient particulièrement effrayant, y compris avec un marché possible. Le progrès technologique n'est pas une garantie. Il peut se retourner contre nous, là je suis entièrement d'accord avec Comte-Sponville et avec Testard par derrière, au point de mettre en cause l'existence même de l'humanité. Par exemple, par le biais des manipulations génétiques, d'une éventuelle guerre nucléaire ou de la pollution, depuis l'effet de serre jusqu'au trou dans l'ozone. Quant à l'économie, elle met en cause plus simplement, plus quotidiennement, mais souvent de façon dramatique, les conditions de vie, voire la vie elle-même de millions de nos contemporains. Et là, vous voyez que Comte-Sponville est capable de porter un regard critique sur l'économie. Et tout à l'heure, vous direz, à l'enseigne de quoi je vais précisément faire mon exposé. À chaque fois que le cours du cacao perd 20 centimes à la tonne à Londres ou à New York, il y a des dizaines de milliers de gens qui redescendent en dessous du seuil de pauvreté dans les pays producteurs. Voilà. Et cela ne suffit pas à faire remonter le cours, mais nous interdit de nous abandonner tranquillement aux lois du marché. Alors que, quand vous lisez Comte-Sponville, vous avez le sentiment que les lois du marché sont des lois coercitives, contraignantes, et qu'il en fait quasiment l'apologie, au moins implicitement, parfois explicitement. Vous voyez, là, il y a une position un peu ambiguë. Bref, si nous laissons cet ordre techno-scientifique à sa seule spontanéité interne, tout le possible sera fait toujours. Or, le possible, aujourd'hui, est plus effrayant que jamais. Voyez, et on voit quand même l'homme sage, je parle d'une sagesse, un observateur de la vie sociale, mais qui s'intéresse à l'humain, aux intérêts humains les plus fondamentaux. Si bien que nous sommes obligés, de limiter cet ordre techno-scientifique, afin de faire que tout ce qui est scientifiquement pensable et techniquement possible ne soit pas fait pour autant. Et puisque cet ordre est incapable de se limiter lui-même, parce que la science ne porte pas de jugement de valeur sur la science, la technique ne porte pas de jugement de valeur sur la technique, une technique, on demandera si elle est efficace ou pas. On ne dira pas à quoi elle sert sur le plan humain, si vous voulez, c'est pas ça le problème. Et puisque cet ordre est incapable de se limiter lui-même, pas de limite biologique à la biologie, pas de limite économique à l'économie, etc., nous ne pouvons le limiter que de l'extérieur, d'où la nécessité de se référer à d'autres ordres que je vais vous présenter. Je trouve que c'est un texte bien, parce qu'il éclaire bien, il pose bien le problème dans sa généralité. Alors, je présenterai mon exposé avec un maximum d'honnêteté, mais pour une honnêteté, c'est pas de la flagornerie. L'honnêteté, c'est respecter ce qu'il y a dans un ouvrage, dans une pensée, et voir signaler ces contradictions éventuelles. Et il me semble qu'il y a une contradiction ensemble, si vous voulez, qui en quelque sorte anime, si on peut dire, ou mine de l'intérieur un petit peu la pensée de Comte-Sponville. C'est la contradiction entre ce qu'il dit de l'autonomie
de l'économie, qui va devenir du coup quelque chose que l'on doit valoriser. Il valorise l'économie, il dit l'économie produit des richesses, on a besoin de l'économie, etc., etc. Et en même temps, toute une série de remarques critiques qu'il va faire sur la société qui est dominée par cette économie, laquelle est capitaliste. Vous voyez ? Alors, il y a une tension, si vous voulez. Dans les éléments de critique qu'il fournit, on se demande comment se fait-il qu'il puisse les formuler, étant donné l'apologie qu'il a faite auparavant, si vous voulez. Alors, on verra ça, si vous voulez, tout à l'heure, si vous voulez. Et ça tient peut-être à des contradictions internes à sa conceptualisation, si vous voulez. Alors, les quatre ordres, c'est l'ordre économique, bien entendu, c'est l'ordre juridico-politique, donc le droit, et la politique qui définit le droit, qui institue les règles, c'est la morale, et après c'est ce qu'il appelle l'ordre de l'amour, qui est l'ordre éthique, en fait, si vous voulez, qui pourrait ressembler, si vous voulez, à l'ordre de la charité pour les chrétiens, si vous voulez, pour aller. Si vous voulez, Et alors, comme ils sont en ordre ascendant, et comme chaque ordre ne peut pas se limiter lui-même, pour limiter celui qui est en bas, il faut à chaque fois faire appel à l'ordre qui lui est supérieur dans la hiérarchie. Vous voyez ? Bon. Ça veut dire, par exemple, que les conditions dans lesquelles les hommes travaillent au sein d'une société capitaliste, si vous voulez, bon, c'est pas la société capitaliste qui va les améliorer d'elle-même, au contraire. Elle tend, si on l'abandonne à sa propre logique, elle tend à les aggraver, ces conditions. Alors, il faut introduire un ordre, vous voyez, des règles, une régulation externe venant de l'instance politique et imposant à l'ordre économique de s'ajuster à un certain nombre d'intérêts humains. Si vous voulez, Alors, dans quelle mesure ça va avoir lieu? C'est là le problème. Je vous lis tout de suite, quand on lit Comte-Sponville, ce sont des régulations. Par exemple, il va parler assez bien de ce que la social-démocratie se a pu donner pendant à peu près un siècle, l'héritage socialiste, pour aller vite, qui depuis Jaurès, si vous voulez, qui a amélioré le capitalisme. Et je vous signale, parce que je suis en train de l'écrire actuellement, jamais le capitalisme ne s'est humanisé de lui-même. C'est toujours de l'extérieur que les corrections lui ont été imposées. Les congés payés, c'est le Front populaire. La sécurité sociale, c'est ce qui est issu du Conseil national de la résistance, etc., etc. Donc il faut bien une intervention du politique pour que l'économique soit moins sauvage et ravageur. Mais, alors, autre idée, mais ce politique-là, cet ordre juridico-politique, au nom de quoi il va légiférer? Parce que les lois, ça change, ça vient. Alors, Comte-Sponville, qui est aussi un moraliste, va faire intervenir les valeurs morales. Et c'est donc les valeurs morales qui vont s'inscrire dans des lois juridico-politiques qui vont affecter l'économie et donc moraliser en un certain sens l'économie, si vous voulez. D'accord ? Bon. Et après, il y aurait tout au sommet, parce que la morale, dit-il, c'est pas mal, mais il y a encore mieux. La morale, c'est le fait de répondre à un certain nombre de lois, si vous voulez, mais on peut obéir à des lois morales par intérêt, à la limite. Vous voyez, Et lui, ce qu'il préférait, c'est que l'on obéisse à des lois morales par amour de son prochain. Si vous voulez, Et donc, il va mettre l'amour bien au-dessus. Bon. Et alors, c'est un amour humain, attention, pour lui. Et il envisage même, mais il n'a pas voulu trop compliquer sa réflexion, il envisage même qu'il y ait au-dessus une transcendance divine qui accapare tout. Voilà. Alors, je reviendrai sur l'ordre économique tout à l'heure en lui-même, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que chacun de ces ordres, 1, 2, 3, 4, va être donc limité par l'ordre supérieur. Mais en même temps, dit-il, et là il est assez subtil, il faut avouer que son livre est subtil, si vous voulez, subtil et même parfois brillant, il n'est pas question que l'ordre 2 impose sa loi à l'ordre 1. Parce qu'il y a l'autonomie de l'ordre 1. Vous voyez, bon, il ne s'agit pas que ce soit l'État qui s'empare de l'économie. Ce qui était le projet d'une vision socialiste classique, si vous voulez, ou communiste, où l'État était propriétaire. Je vous signale, fait la parenthèse, je vous lis quand même, que si vous lisez la Constitution de 1846, vous serez étonné d'apprendre, si vous la comparez avec la Constitution issue de la Révolution française, vous serez étonné d'apprendre que
quand une entreprise, article je ne sais pas combien, quand une entreprise atteint la taille d'une entreprise d'État et concerne l'ensemble de la nation, elle peut et doit être nationalisée. Et donc ça veut bien dire là que l'ordre juridico-politique, si vous voulez, s'empare de l'ordre économique. D'accord. Et alors, Comte-Sponville va employer un terme pour définir cela, il va parler d'une tyrannie. Et la tyrannie, c'est quand l'ordre supérieur ne respecte pas l'autonomie de l'ordre inférieur. Et donc quand la politique met le pied dans l'économie. Même chose pour la morale. Si la morale, si vous voulez, veut s'emparer de la politique, donc faire de la politique simplement une concrétisation de la morale, comme la politique va s'emparer de l'économie, ben, du même coup, on va avoir une moralisation de l'économie. Et alors, à ce moment-là, c'est une tyrannie, si vous voulez. Hein, bon. Et bien entendu, dans l'ordre de l'amour, ça c'est carrément, alors là, dit-il, pas seulement une tyrannie, mais ce qu'il appelle un angélisme, si vous voulez. Hein, imaginez que par amour, les hommes puissent intervenir sur les ordres antérieurs et après dans l'économie, et faire les remplacer les droits du marché et la concurrence par des rapports, non pas amoureux, mais des rapports d'amour réciproques. Il dit, là, on est en plein angélisme, si vous voulez. C'est une tyrannie, mais c'est un angélisme, donc c'est complètement irresponsable. Alors, je reviens maintenant, si vous voulez, à mon ordre initial, l'économie, parce que c'est de cela dont il est question, puisque le capitalisme, c'est pas la démocratie formelle dont il est accompagné, parce que j'en profite pour vous le dire, il y a aussi des régimes capitalistes qui ont été fascistes. Pinochet, c'était un fasciste, c'était pas un démocrate. Franco, c'était un fasciste. Salazar, pareil. Donc il y a eu des régimes capitalistes qui étaient accompagnés d'une superstructure politique qui était non démocratique. Contrairement à ce que certains disent, il y en a qui vous diront que le capitalisme est le seul régime capable de soutenir la démocratie. Ben, c'est pas vrai. Il peut y avoir capitalisme sans démocratie, si vous voulez. Ça, c'est la thèse de Hayek, qui cite peu d'ailleurs André Comte-Sponville. Hayek étant un grand théoricien du libéralisme aux États-Unis. Alors, ce fameux ordre, cette fameuse économie, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que Comte-Sponville l'intègre dans un ordre techno-scientifique. Vous voyez, bon. Or, si vous voulez, comme l'ordre techno-scientifique ne peut pas se juger moralement lui-même, il ne peut pas se déclarer ni moral ni immoral. Et puisque l'économie n'est qu'un aspect, selon lui, et il a tort, n'est qu'un aspect de l'ordre scientifico-technique, si vous voulez, l'économie ne peut pas non plus se juger moralement. Donc l'économie ne peut être dite ni morale, comme pourrait le suggérer le titre de son livre, ni immorale. Voyez, et je vais vous lire, on ne fait pas souvent des lectures, mais je vais vous lire un passage tout simple, où il dit la chose suivante, et après il l'accuse de manière encore plus dure, il dit rien, dans ce premier ordre, l'ordre économico-techno-scientifique, rien n'est jamais moral, et du même coup, rien n'est jamais en toute rigueur immoral. Pour pouvoir être immoral, il faudrait pouvoir être moral. Et il va prendre l'exemple de la pluie, par exemple, en disant que quand les enfants disent que la pluie est gentille, donc elle est généreuse, parce qu'elle nous arrose, etc., ils se trompent. La pluie, c'est un phénomène qui est indépendant de la volonté de quiconque. Elle n'est ni morale ni immorale. L'économie, c'est pareil. Vous voyez, il identifie les deux. C'est étonnant. Alors, je vais vous dire ce que ça signifie. Et un peu plus loin, il ajoute carrément, après avoir fait sa démonstration, et avant d'indiquer l'erreur de Marx, parce qu'il va s'intéresser à Marx, il dit, d'une manière tout à fait vraiment radicale, mais s'il faut, à propos du capitalisme, le capitalisme est-il moral? Ma réponse est donc non, mais il faut bien sûr préciser, je ne dis pas la nuancer. Le capitalisme n'est pas moral, il n'est pas non plus immoral, il est, et tenez-vous bien, alors totalement, radicalement, définitivement amoral. Ça, c'est une thèse radicale, la moralité totale du capitalisme. Alors, ça veut dire, si vous voulez, que quand il raisonne ainsi, ça veut dire deux choses. Et après, je vous opposerai le point de vue de Marx à ce niveau-là, qui est un point de vue qui me paraît beaucoup plus profond intellectuellement, si vous voulez.
Ça veut dire que Comte-Sponville, et l'exemple de la pluie, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, était un exemple parfait, Comte-Sponville naturalise l'économie, voyez, où il la technicise, où il la scientifise, voyez. Il en fait un ensemble de processus objectifs dans lesquels les hommes sont pris et sur lesquels ils n'ont pas de prise, régis par des lois internes, qui sont les lois de la concurrence et les lois du marché, si vous voulez, hein, et qui ont un effet au moins positif, c'est de produire des richesses, mais en faisant appel à l'égoïsme humain. Et le capitalisme, pour lui, repose sur l'égoïsme. Hein. Et il le dit lui-même, hein, que dans des passages, et là, vous voyez, c'est un peu curieux. Il dira, un capitaliste, il ne crée pas d'emplois pour créer des emplois. Il crée des emplois pour avoir des clients, pour avoir des produits à vendre à des clients, et la vente à ces clients va permettre d'enrichir les actionnaires. Et la chaîne, hein, production, client, vente, actionnaire. Hein. Mais ça fonctionne, hein, c'est neutre. Hein. Le capitalisme, ça fonctionne effectivement comme ça. Bon, alors on va voir à quel prix. Donc vous voyez, il y a une vision, si vous voulez, naturaliste en quelque sorte. Hein, c'est comme si c'était des phénomènes naturels sur lesquels vous n'allez pas, excusez-moi la formule, gueuler moralement contre un coup de tonnerre, parce qu'il vous a fait peur ou qu'il a... Hein, bon, vous n'allez pas contester moralement un tremblement de terre. Et, hein, ben, on ne peut pas non plus condamner le fonctionnement du capitalisme, hein, y compris lorsqu'il est en crise, puisque ça répond à des mécanismes sous les internes. Hein. Alors, moi je dirais que Comte-Sponville réussit l'économie. Réussir, ça veut dire, ça vient du mot latin res, sosifier, il sosifie l'économie. Effectivement, on n'a pas à juger les choses, on a moralement à juger que des personnes ou des sujets. Or là, c'est là qu'on trouve la subtilité, et je crois, à mon avis, excusez-moi de dire ça comme ça, pas une hypocrisie morale, bien entendu, mais une hypocrisie intellectuelle, si vous voulez, hein, involontaire chez André, c'est que pour justifier sa théorie que le capitalisme n'est ni moral ni immoral, il va éliminer la subjectivité du fonctionnement du capitalisme. Et pour éliminer la subjectivité, hein, le fait que l'homme est un sujet qui prend des initiatives, bon, c'est pas un sujet totalement libre, mais on prend des initiatives. Hein, bon. Il s'appuie pour soutenir cette thèse sur Louis Althusser. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Louis Althusser, c'est un philosophe marxiste très connu, hein, qui est un grand bonhomme. Je l'ai relu ces temps-ci, je vais faire un exposé sur lui à Toulouse le mois prochain. C'est vraiment un grand bonhomme, si vous voulez, hein, très profond, même s'il a eu une fin de vie tragique, si vous voulez, on laissera ça de côté. Et Althusser, dans sa philosophie de l'histoire, empruntée à Marx et commentant Marx, hein, a commencé par se dire matérialiste contre Hegel, qui était un philosophe idéaliste, c'est-à-dire un philosophe pour qui l'histoire était mue, façon de mouvoir, hein, était mue par le développement d'une entité qu'il appelle l'esprit, avec un E majuscule, vous voyez. Et l'esprit, c'est un sujet, voyez, mais avec un S majuscule, c'est l'équivalent de Dieu, ou d'une providence, si vous préférez. Hein. Donc c'est un sujet qui développe l'histoire. Hegel a écrit un texte, par exemple, qui s'appelle La raison dans l'histoire, qui est un texte magnifique, j'en profite pour vous le dire, hein, mais ses fondements sont inadmissibles. Hein. Et donc, pour lui, l'histoire, c'est un sujet qui poursuit les fins, les objectifs, si vous préférez. Et Althusser, dans une polémique très connue avec un philosophe anglais, a dit non, l'histoire est un procès, au sens de processus, un procès sans sujet, S majuscule, ni fin, avec à la fin, entre parenthèses, S. Bon. Alors, en un sens, il a raison, si on s'en tient là. Mais il ne va pas s'en tenir à Althusser. Il ajoute, et là, il devient dogmatique, et je ne suis pas du tout d'accord avec lui, l'histoire, non seulement est un procès sans sujet ni fin, mais c'est aussi un procès sans sujet avec un S minuscule et un S pluriel à la fin. Donc, non seulement il n'y aurait pas un sujet de l'histoire, mais il n'y aurait pas des sujets de l'histoire. C'est-à-dire que tous les hommes que vous êtes, les uns les autres, hein,
vous n'auriez pas d'initiative personnelle, etc. Il n'y aurait pas d'activité propre à l'homme, hein, et par conséquent, on n'aurait pas à juger les hommes, puisqu'ils ne sont que des marionnettes, hein, aux mains d'un déterminisme historique universel. Hein. Alors, ce qu'il ajoute simplement, pour le plaisir que je dis ça, et la seule introduction de la notion de sujet que fait Althusser, c'est de dire qu'il n'y a que des sujets dans l'histoire. Mais c'est pas du tout pareil. Hein, être un sujet dans et être un sujet de. Hein. Et quand vous lisez les textes de collaborateurs de Marx appelés Engels sur l'histoire, Engels dit toujours l'histoire en tant qu'histoire ne fait rien. Les hommes font leur histoire, mais dans des conditions données qui les déterminent. Mais ils la font quand même. Hein, c'est pas parce qu'on est conditionné qu'on est totalement dépourvu d'initiative, sauf que cette initiative est limitée, voire orientée dans telle ou telle direction, si vous voulez. Hein. Et les hommes poursuivent des fins précisément, vous voyez. Bon. Et j'en profite pour vous dire au passage, d'ailleurs, que Comte, pour lui, c'est ça qui est très curieux, est capable, dans son livre, quand il cite ce que font certains capitalistes, vous parlez tout à l'heure, hein, qui délocalisent, par exemple, hein, ou qui ne pensent qu'à leurs actionnaires à travers, etc., ce sont des capitalistes, c'est-à-dire des êtres humains. Vous n'allez pas me dire que quand un capitaliste, dans les conditions d'ouverture des frontières aujourd'hui, décide d'aller en Pologne parce que le coût du travail est plus bas, il ne prend pas une décision, quand même. Alors peut-être qu'il n'a pas la conscience critique de la décision qu'il prend, mais il prend bien une décision. Hein. Il n'est pas quand même si innocent que ça, ce capitaliste, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Bon. Alors voilà, vous voyez, donc, alors, là, il y a un problème, parce que pour innocenter en quelque sorte, vous voyez, le capitalisme, et déclarer qu'il est amoral, il recourt à un philosophe, Althusser, qui a été un critique extraordinaire du capitalisme par ailleurs. Vous voyez, hein. Alors là, je ne suis pas très content, si vous voulez, de la part d'André, parce qu'il pourrait se passer cette référence. Et je dis dans un écrit que je viens d'écrire récemment, est-ce que c'est un effet de mode? Parce qu'il y a un peu une mode sur les crémiers d'Althusser en France, et c'est très bien vu, si vous voulez. Hein, bon. Alors, quelle est l'erreur que commet, si vous voulez, maintenant, je dis l'essentiel à peu près là, vous voyez, hein, sur la théorie d'André. Alors, l'erreur qu'il commet, à mon avis, vous verrez qu'il y en a, après on va parler de son rapport à Marx, hein, l'erreur qu'il commet, c'est qu'il oublie que les mécanismes économiques, hein, les phénomènes économiques, ne sont pas simplement des mécanismes, comme les mécanismes qui font fonctionner une machine, si vous voulez. Hein, bon. Ce sont des pratiques. Ce sont des pratiques effectuées par des sujets, hein, plus ou moins conscients, bien entendu, animés par des motivations, c'est évident, si vous voulez. Hein. D'ailleurs, même Companville le reconnaît, puisqu'il fait appel à la théorie de Guizot, enrichissez-vous. Et il donne aux capitalistes le conseil d'admettre que, en régime capitaliste, on n'est pas là pour faire de la morale, hein, pour être moral, mais pour produire de la richesse. Si vous voulez, hein. Bon. Alors, il oublie que ce sont des pratiques. Des pratiques, ça veut dire des relations entre des hommes, entre un patron, pour simplifier, hein, entre un patron et des ouvriers, par exemple. Hein, et que dès lors qu'il y a une relation intersubjective, hein, interpersonnelle entre un homme et un groupe d'hommes, les ouvriers, on est en présence de choses qui méritent d'être jugées, bien entendu. Vous voyez ? Et donc, prétendre que les capitalistes ne sont que des marionnettes, pour moi, c'est une erreur sur les théories, hein, fondamentales. Hein. Alors, je continue dans mon analyse. Marx a eu cette remarque extraordinaire. C'est dans un écrit tardif à l'époque de sa maturité, parce qu'il y a deux Marx. Hein. Il y a un Marx de jeunesse qui est imprégné de morale et d'humanisme, et un Marx de la maturité qui analyse le système capitaliste dans le Capital d'une manière qui est géniale. Il faut le lire. J'ai encore lu ça récemment, tenez, je ne sais pas si c'est dans Le Monde, dans Marianne, que Marx est un génie. Les autres peuvent avant de pouvoir déboulonner un génie, même si David a été capable de batailler contre Goliath, avant de le déboulonner, de mon point de vue à moi, il faut commencer par, ou de les passer, il faut commencer par monter sur ses épaules. Et sinon, vous restez tout petit sur les faces. Alors, Marx fait cette remarque toute simple, hein, fondamentale. La technologie, excusez-moi, l'économie politique, donc l'économie tout court, si vous voulez, hein, et le discours, bien entendu, qu'on tient sur cette économie, hein,
l'économie politique, ce n'est pas la technologie. C'est extraordinaire. Ouais. Parce que Comte-Sponville réduit l'économie politique, hein, l'économie tout court, à la technologie. Or, si c'était de la technologie, bon, eh bien, on n'aurait pas à juger, effectivement, comme le dit très bien Comte-Sponville, mais ce n'est pas la technologie. Vous voyez, ce sont un ensemble de rapports qui relient et opposent des hommes entre eux dans le cadre de l'organisation capitaliste de la société. Alors, je vous rappelle que cette organisation repose sur la propriété privée des moyens de production. Je vous ai dit tout à l'heure que Comte-Sponville ne voulait pas que l'État s'en empare, vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'il outrepassait ses compétences, si vous voulez, hein. L'économie, c'est l'économie, naturellement, par l'arrière. Bon. Alors, il y a la propriété privée des moyens de production, et il y a le phénomène de la production des richesses par l'intermédiaire de l'exploitation du travail humain. Personne ne peut nier. Alors, qu'on soit pour ou contre, c'est autre chose. Qu'on ne soit pas d'accord pour la possibilité de surmonter cela, c'est encore autre chose, etc. Qu'on dise il faut la limiter, mais on ne pourra jamais la supprimer, c'est encore autre chose. Hein. Mais c'est l'exploitation du travail humain, parce que ce sont les ouvriers, dès le 19e siècle, mais encore aujourd'hui. Hein, allez voir, par exemple, tenez, le film sur le jeune Karl Marx, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui fait beaucoup de bruit ces temps-ci. Il doit passer à Nantes, à mon avis. Il se trouve que moi, je l'ai vu, c'est un bon film. Hein, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'est un bon film. Et dans Le Monde, tenez-vous bien, Mandelbaum, Jacques Mandelbaum, enfin, a écrit un article élogieux sur ce film, et il termine en disant, c'est étonnant, hein, parce qu'on voit le jeune Marx devenir communiste, vous voyez, puis ses rapports avec sa femme, avec son ami Engels, etc. Et on le voit batailler constamment avec des adversaires politiques qui sont aussi des amis. Eh bien, dans ce film, si vous voulez, qui est un bon film, il y a une représentation de ce qu'était le capitalisme en son temps, avec laquelle on peut comparer notre époque. Et Mandelbaum, dans son article du Monde, termine en disant, et ce qui est étonnant, c'est que ce film nous fait penser à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, depuis la chute du mur de Berlin, hein, pas au siècle dernier, hein, aujourd'hui. Et le futur qu'il annonce pourrait être notre futur. Le Monde n'est pas un journal d'extrême gauche, vous devez le savoir. Hein. N'empêche qu'il a cette honnêteté de dire cela, vous voyez. Et la conséquence concrète est que j'ai été invité par Radio France Internationale, du coup, pour parler de ce film, vous voyez, avec un partisan de Jaurès, un historien. Et le thème du débat était l'actualité du marxisme. Oui, l'actualité du marxisme, dans sa description et son explication des phénomènes économiques, bien entendu. Hein. Alors, cette production des richesses, elle est faite par les ouvriers, mais dans les conditions d'une exploitation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas simplement les instruments de la production. Ça veut dire qu'ils produisent une valeur, disons 10, hein, bon, correspondant, on va prendre à 10 heures de temps de travail. Eh bien, sur cette valeur 10 correspondant à 10 heures de temps de travail, c'était le cas au 19e, hein, l'ouvrier ne va recevoir qu'une partie de la valeur qu'il a produite et qui correspond simplement à son salaire, c'est-à-dire au prix des marchandises qu'il est indispensable que l'ouvrier achète pour reproduire sa force de travail et revenir le lendemain matin travailler. Et c'est vrai, les ouvriers étaient payés vraiment ce qu'on pourrait appeler le minimum vital, si vous voulez. Hein. Donc ils vivaient, ils souffraient au travail, ils vivaient mal, ils vivaient dans la misère, ils ne vivaient pas très longtemps. Hein. La mortalité ouvrière était très précoce, etc., etc. Et le reste de la richesse produite correspond à ce qu'on appelle une plus-value, hein, une valeur supplémentaire, dont le propriétaire s'empare, hein, et qui va réinvestir dans l'usine pour augmenter la plus-value dans un cycle un petit peu indéfini. Comme ça, voyez, bon. Et alors, il y a donc bien là, vous voyez, quelque chose qui relève d'une pratique inhumaine de la part d'un homme à l'égard de plusieurs hommes, si vous voulez. Hein. Alors, les conditions d'exploitation ont pu changer, mais elles n'ont jamais, je vous l'ai dit tout à l'heure, changé à l'initiative des patrons. C'est parce qu'il y a eu des syndicats, des partis politiques socialistes, tout ce que vous voudrez, communistes aussi, à l'époque c'était la même chose. Hein. Il y a eu toute une série de réformes qui ont été introduites. Pensez au régime socio-démocrate dans les pays nordiques, par exemple en Norvège, en Suède, où vous avez eu une augmentation, du niveau de vie des ouvriers, des garanties sociales, un contre-pouvoir syndical. Enfin, il y a toute une série de réformes qui ont aménagé, dans un sens humain, le capitalisme.
discipline, mais là aussi, là, quand on a raison, si je puis lui donner raison là, de l'extérieur. C'est pas venu de l'intérieur, c'est venu de l'extérieur, de la politique, parce qu'il y avait des gens qui avaient un idéal moral, simplement. Hein. Alors, pas force, et peut-être aussi par amour de l'humanité. Hein, on peut aussi, après tout, être habité par cet amour-là, si vous voulez. Hein. Et alors, si vous raisonnez en termes de pratique et de relations intersubjectives, et que vous essayez de porter un jugement moral sur l'économie, hein, parce qu'on a le droit du même coup, puisque ce sont des pratiques, hein, et pas des phénomènes naturels, il suffit de prendre la morale telle que Kant l'a portée au concept, dans les fondements de la métaphysique des mœurs. On va laisser de côté l'arrière-fond philosophique de Kant, hein, mais dans les fondements de la métaphysique des mœurs, je fais une parenthèse, je suis kantien. Je suis d'accord avec la manière dont Kant a formulé le critère de la morale et l'a détriplé, enfin l'a traduit en 3 formules, si vous voulez. Hein. Alors, et ça correspond, à mon avis, c'est pas une invention de Kant, hein, comme l'épicurisme est une invention d'Épicure, comme le stoïcisme une invention des stoïciens. C'est Kant porte au concept des valeurs morales que nous avons tous présentes en nous, finalement. La conscience ordinaire, vous y retrouverez tout à l'heure, hein, de vous-même. Hein. Simplement, nous ne sommes pas au clair avec ces valeurs. Hein, et nous n'en prenons pas toujours conscience. Parfois, nous les ignorons, nous les mettons dans un petit coin, hein, pour ne pas nous sentir interpellés par elles. Si vous voulez, hein. Alors, le critère fondamental chez Kant, c'est le critère de l'universel. Une maxime de vie. Une maxime de vie, si vous voulez, c'est une règle de vie qu'on met en œuvre. Hein. Bon, un capitaliste, il a une maxime de vie qui est d'être capitaliste. Hein. Un enseignant a une maxime de vie qui est d'enseigner et d'apporter le savoir aux autres, etc. Eh bien, une maxime de vie, et donc une pratique qui correspond, hein, n'est morale que si elle peut être rendue universelle. Et si elle ne le peut pas, si elle se contredit quand elle est portée à l'universel, elle est immorale. Exemple tout simple et tout banal, un privilège. Vous condamnez tous ces privilèges. Et pourquoi? Parce que c'est un avantage qui est monopolisé par certains et auquel d'autres n'ont pas droit, et que par définition, un privilège ne peut pas être universalisé, sinon ça ne serait pas un privilège. Vous voyez? Bon, la propriété privée des moyens de production, tout le monde ne peut pas être propriétaire des moyens de production au sens d'une propriété privée. Parce que pour qu'il y ait propriété privée, il faut qu'il y ait des travailleurs qui ne sont pas propriétaires, qui travaillent sur les instruments de production qui sont aux mains du propriétaire. Alors, le capitalisme est contredit d'emblée, vous voyez, par définition, par... Alors, si tout le monde pouvait être capitaliste, le problème ne se poserait pas, mais c'est intrinsèquement impossible. Vous voyez, bon. Deuxième critère que donne Kant, d'une manière tout à fait remarquable, il dit... alors il définit ça par un impératif, hein, donc, qui est la forme d'un devoir, qui consiste à ne pas réduire, à respecter la personne d'autrui, la personne humaine, en soi-même et en autrui, en soi-même aussi d'ailleurs, hein, on a des devoirs envers nous-mêmes aussi, mais en autrui prioritairement, hein, et de ne pas la réduire à l'état de moyen en vue des fins que nous poursuivons. Alors il ne dit pas, comment vous dire, qu'il ne s'agit pas d'utiliser autrui. On est tous dans des rapports d'utilisation les uns avec les autres. Chacun d'entre nous est un moyen pour les autres, et les autres sont des moyens pour nous, même dans la relation amoureuse. Hein, la femme est le moyen de ma femme est le moyen de mon bonheur, et inversement. En tant qu'enseignant, je suis le moyen de l'augmentation de l'intelligence de mes élèves, bon, et réciproquement, moi, les élèves ont été pendant une partie de ma vie le moyen pour moi d'exercer un métier qui me plaisait, si vous voulez, hein, qui me rendait heureux, tout simplement. Hein. Mais Kant dit il ne faut pas réduire l'être humain à l'état de moyen. Et si vous prenez l'esclave dans l'Antiquité, ça n'était qu'un moyen. Et donc là, le capitalisme réduit effectivement l'ouvrier à l'état de moyen au profit d'une production qui en plus actuellement est de plus en plus infinie et envahit tous les domaines, si vous voulez. Hein, bon. Et enfin, troisièmement, c'est le critère de l'autonomie. C'est-à-dire qu'une maxime de vie, si vous voulez, hein, est morale, que si chacun d'entre vous est capable de la faire sienne. Et si seuls quelques-uns peuvent la faire sienne, hein, comment dire, ça veut dire que nous ne sommes pas autonomes. Et être autonome, c'est se donner à soi-même la loi de son comportement. Bon, eh bien, si cette loi de notre comportement que nous nous donnons ne peut pas être le fait de tout le monde,
ça veut dire qu'on est dans une situation où l'autonomie humaine n'est pas respectée. Bon, eh bien, traduisez, l'autonomie du travailleur en régime capitaliste n'est pas respectée. Et si on donnait le choix aux ouvriers de changer de situation et en leur donnant les moyens de le faire, la plupart d'entre eux le feraient. Vous voyez, donc l'autonomie n'est pas respectée. Et donc, à la lumière de ces trois critères très simples, qui rejoignent, je suppose, ce que vous pensez par vous-même, et qu'un chrétien pourrait très bien faire sien, je vous signale, c'est parfaitement compatible avec une partie de l'évangile, si vous voulez, selon moi, eh bien, à la lumière de cela, il faut dire que le capitalisme étant un système de pratique, primo, et contrevenant aux lois dont je vous ai parlé, c'est un système qui est structurellement immoral.